Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Paroles d'Histoire, podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Et aujourd'hui, donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition, la seconde, voire la deuxième, de la grande draft des films de guerre. Je suis Alexandre Jublin, toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et tous. Et nous sommes également en compagnie des deux mêmes compères que pour le premier épisode de cette draft. Tout d'abord, Simon Rio, bonjour. Bonjour les amis. Scénariste, critique ciné, podcasteur, vous officiez notamment dans l'excellent podcast Réalisé sans trucage, consacré notamment à l'actualité cinématographique 2 fois par semaine. Et ensuite, Ryan Nordali, bonjour. Bonjour à tous. Le militaire de la bande, puisqu'on peut rappeler que vous êtes ancien légionnaire français, soldat de Sa Majesté britannique, ainsi que cinéphile avisé. Alors, peut-être qu'on va expliquer pourquoi, comment on fait une deuxième émission sur ce thème, Alexandre. Ouais, alors, donc pourquoi on l'a fait déjà avant tout parce qu'on s'est bien marré en faisant la première, faut le dire. Donc c'était à la fois stimulant et plaisant, et puis l'occasion aussi de découvrir des films, sauf peut-être Simon qui les connaissait à peu près tous, mais le reste... Non, j'avais quelques petites découvertes que j'ai pas du tout pris le temps de rattraper cet été, mais non, justement, c'était une très bonne expérience, y compris pour le cinéphile guerrier que je suis. Et puis par ailleurs, de fait, il nous semble que ça a bien plu également aux auditeurs. Et en la terminant, on s'est donc dit qu'on referait bien ça un de ces jours, d'autant qu'on est évidemment resté sur notre faim, puisqu'il y avait tellement d'autres films et tellement d'autres catégories dont on aurait pu parler, ce que les auditeurs nous ont d'ailleurs souvent fait remarquer. Par ailleurs, les auditeurs qui ont voté en ligne ont quand même voté pour André, ce qui est quand même une injustice caractérisée. Ils ont voté pour de grands réalisateurs comme une élection volée de Francis plus, Ford Coppola, une élection volée de plus. Christopher Nolan. Qui croit encore au vote de nos jours? Bon, bref, non, voilà. Donc on s'est dit qu'on allait quand même faire un chapitre 2 pour rééquilibrer les choses et pour essayer de trouver un peu de justice dans tout ça, en profitant d'un passage à Paris de Ryan. Voilà, par ailleurs, c'est assez... déjà, on s'est bien marré, puis c'est assez bien équilibré. C'est-à-dire, il y a deux profs, historiens, podcasteurs, ce qu'on veut. André et moi, il y a un critique ciné et il y a un militaire, ancien militaire. Donc, c'est assez équilibré. Et on va donc reprendre les mêmes, mais en choisir d'autres catégories pour renouveler évidemment un peu le propos et aller explorer un peu d'autres angles de cette galaxie profuse qu'est le cinéma de guerre. André, je vous laisse peut-être réexpliquer les règles, ce qui est peut-être encore plus compliqué que les expliquer la première fois, parce que là, il faut faire plus court, plus concis. Donc, c'est quoi une draft et comment ça marche ? Une draft, c'est une sélection, c'est-à-dire le terme utilisé pour le service militaire aux États-Unis lorsqu'il n'est pas universel. On drafte les gens et on drafte aussi les gens en sport quand les équipes sportives états-uniennes choisissent les meilleurs joueurs venant de l'université avec un premier choix, deuxième choix, troisième choix. Évidemment, si on a le premier choix, on a le plus de chances d'avoir le meilleur joueur possible. Alors là, on va faire le même principe de sélection, mais appliqué aux films de guerre, à l'immense quantité de production depuis un siècle, presque un siècle et demi sur les conflits armés de toutes sortes. Et on va à tour de rôle choisir. C'est peut-être le moment on redonne un peu la définition qu'on avait la première fois, c'est-à-dire guerre, on a dit, conflit, faut voir des gens qui se tapent, ou qui se tapent pas mais avec des uniformes, si possible des uniformes de militaires, quoi. Et on a exclu l'ASF. Alors justement, là, on va twister un peu les choses parce qu'on a des nouvelles catégories. Donc le principe, on est 4, à tour de rôle, on va choisir des films dans 10 catégories différentes. On peut commencer par ce qu'on veut, évidemment. En revanche, si on a le premier choix, on va pas rechoisir tout de suite. Tout le monde va passer et ensuite on rechoisira plus tard. Les catégories sont les suivantes, comme on avait déjà fait, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Là, on va changer un peu. Alors on va faire d'abord les guerres sans militaires, c'est-à-dire des films qui parlent de guerre, mais où l'armée et les militaires ne sont pas au premier plan. Les militaires sans les guerres, parce qu'il y a aussi des militaires en temps de paix, il y a des films très intéressants sur l'institution militaire ou qui montrent des militaires au travail, mais qui ne montrent pas de conflits armés. Une catégorie femmes en guerre, dont on pourra discuter, parce que est-ce que ça veut dire que c'est centré sur des personnages féminins dans des films de guerre plus généraux ? Est-ce que c'est vraiment l'expérience féminine dont on parle ? Une catégorie après-guerre, on a failli appeler ça d'ailleurs PTSD, sur qu'est-ce que la guerre fait aux gens une fois qu'elle est finie, ou qu'est-ce que la guerre fait au monde une fois qu'elle est finie. Une catégorie très bien servie par de grands films, je suis sûr que plein de gens déjà y pensent, prisonniers de guerre et évasion. Et puis conflit fictif, et c'est là effectivement on pourra peut-être discuter, de voir si on inclut la science-fiction, ça ne me choquerait pas, vous aviez proposé Starship Troopers la dernière fois, on avait descendu en flamme ce choix, mais là peut-être que vous pourrez enfin, en plus vous avez le premier choix cette fois-ci, donc peut-être que vous pourrez enfin le prendre. On aura un personnage de film,
personnage de film, en gros, avec qui on voudrait partir au front. On verra ce qu'on choisira. Le nucléaire comme enjeu de guerre, c'est évidemment, il y a beaucoup de grands films autour de ça. Les films dits de mission spéciale. Alors, ça peut inclure mission spéciale, un commando qui va faire sauter une batterie, qui va sauver un prisonnier, voire qui va braquer une banque ou un cartel, voilà. Mais tout ce qui tourne autour de cette idée de mission spéciale, qui évidemment a donné énormément de films. Et puis une catégorie musicale, les bandes originales de films. Donc, avec l'idée qu'on aura chacun 10 choix, on choisit chacun un film pour chacune de ces catégories, et qu'à la fin, c'est toi, auditeur, qui votera, et qui votera, si possible, pas pour André une deuxième fois. On apprécierait tout ça. Et quand on choisit un film, on l'enlève aux autres. Ils ne peuvent plus choisir le même. Et donc, évidemment, c'est là où il y a un peu de jeu de stratégie amicale. Hein, c'est un jeu compétitif. Ajoutons enfin qu'on a rajouté une petite règle qui est qu'on ne peut pas drafter, on ne peut plus sortir des films qu'on a pris pour la première émission, à l'exception de personnages de films. Les personnages de films, on peut en choisir un dans tous les films. Et aussi bande originale, parce qu'on n'en a vraiment tellement pas parlé la première fois que ça joue. Alors on a fait l'ordre de passage, et donc Alexandre aura le premier choix, suivi de Simon, de Ryan et de moi, mais comme c'est moi qui choisirai en quatrième, je choisirai en cinquième, puis on repart dans l'autre sens, c'est la snake draft, le serpent qui se mord la queue, et donc ce sera Ryan, Simon, Alexandre avec le 8e choix. Alors on commence tout de suite, Alexandre, vous avez le premier choix pour cette deuxième draft, toutes les catégories sont ouvertes, laissez parler votre cœur. Non, mais c'est l'occasion de rappeler qu'il y a un truc évidemment stratégique, c'est-à-dire il faut prendre les films dont on pense que les autres vont vouloir les prendre après, pour les enlever aux autres et pour être sûr de ne pas se les faire shipper. Et donc, de ce point de vue-là, d'autant que c'est une catégorie... Alors, il aurait pu rentrer dans beaucoup de catégories parce qu'elle se recoupe pas mal. Mais là, je vais la mettre dans prisonnier et évasion parce que je suis assez sec sur cette catégorie, pour être très honnête avec vous. Ça va être The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino. Film de 1976, pardon, 79, je dis n'importe quoi, mais voilà, sur des types qui partent au Vietnam, qui sont prisonniers. Et puis, en fait, c'est là-dessus, sur la captivité, sur l'évasion, parce que, en fait, c'est un très beau film. Ça aurait pu être sur l'après-guerre, ça aurait pu être sur plein de choses, mais c'est un très beau film sur le fait de ce que c'est d'être captif, même une fois qu'on s'est évadé, puisque c'est évidemment, donc il y a le personnage de Robert De Niro, il y a aussi le personnage de Christopher Walken, et c'est toute cette idée, je ne vais pas totalement spoiler le film non plus, mais c'est quand même cette idée que même une fois libéré, on reste complètement prisonnier, et que voilà, c'est un très beau film sur la captivité physique et la captivité aussi très crue, avec beaucoup de scènes de ce que ça pouvait être la torture, etc. Avec des exagérations qui ont été critiquées, notamment la fameuse scène, je ne sais pas si on peut le dire, de la roulette russe, où les prisonniers sont soumis à la roulette russe dans un camp de prisonniers vietnamiens qui n'a pas de base réelle, mais qui a une grande puissance cinématographique. Ouais. Et voilà, et l'idée que même quand on sort de tout ça, en fait, on reste prisonnier dans une certaine mesure. Alors, Michael Cimino, Alexandre met la barre très haut pour son premier choix. Simon, à vous de jouer. Et oui, alors intéressant parce que moi j'ai dans d'autres catégories, j'ai du Cimino également. Ah mais non d'ailleurs, je suis pas sûr. Attends, je suis pris d'un doute existentiel parce que je me suis laissé emporter, j'étais dans le film. On est bien sur prisonnier et évasion. Là, on est prisonnier et évasion. Absolument. Et ben alors là, vous voyez, là j'ai une hésitation parce que j'avais un petit truc un peu troll, mais je vais peut-être le garder si on fait une wildcard à un moment. Et non, en fait, moi j'ai envie de parler d'un film qu'on a un peu oublié, enfin en dehors des gros cinéphiles, mais que je recommande à tout le monde. Alors, c'est peut-être pas un gros choix très stratégique, mais encore une fois, moi, j'ai envie de partager de la cinéphilie. C'est Stalag 17 de Billy Wilder. Stalag 17, ça se passe donc dans un stalag pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors que deux prisonniers sont sur le point de s'échapper, ils sont abattus par les Allemands qui révèlent aux prisonniers qu'ils ont tout à fait connaissance du grand plan d'évasion de leurs prisonniers, ce qui signifie qu'il y a donc un traître parmi ces personnes qui sont incarcérées. Et alors vous vous dites, bon bah voilà, ça va être donc un film d'évasion. Oui, sauf que tout ça, en plus d'être relativement réaliste, en tout cas j'ai envie de dire réaliste en termes d'émotion et de conflit humain, bah c'est une comédie, figurez-vous. C'est l'adaptation d'une pièce de Broadway, donc on sent encore un petit peu dans la dramaturgie que ça a été à l'origine un récit qui se déroule sur une seule scène, mais c'est un film qui est assez admirable, qui est un peu injustement oublié, qui est bourré d'idées d'écriture et qui aussi pour mérite de représenter quelque chose qu'on n'a pas si souvent vu à l'écran. Alors, 2 films prisonnier évasion pour commencer, je ne m'attendais pas à ça. Ryan, est-ce que vous allez nous surprendre et continuer dans cette catégorie ? Alors, je vais continuer dans cette catégorie. Et parce que j'ai envie d'utiliser ce film avant qu'il ne me soit shippé dans une autre catégorie. Et ce sera Le pont de la rivière Kwai de David Lean, 1957. Je pense qu'il est incontournable.
Et c'est un film qui me parle particulièrement en tant que militaire, parce que c'est un film qui commence en fait comme une leçon sur la discipline, et qui, malgré les années d'ailleurs, est assez fin dans sa représentation en fait des frictions civilisationnelles entre japonais et britanniques. Il est beaucoup plus subtil que les films de la même époque sur ce sujet. Et en fait, on a une situation qui dérive très lentement vers l'absurdité, à partir d'une logique de survie, d'un instinct de conservation des valeurs militaires. On glisse vers quelque chose qui devient terriblement absurde. Et donc c'est d'après un livre de Pierre Boulle, qui est également l'auteur de La plaine des singes. Et je vais évoquer quand même un personnage qui est réel, parce qu'en fait, toute cette histoire en fait, a quasiment une base véridique. Il y a un personnage, une figure qui est particulièrement encensée dans l'armée britannique, c'est John C. Lords, qui était un sous-officier britannique, et qui a été décoré de toutes sortes de choses, parce qu'après avoir été capturé à Arnhem, dans les paras, il a en quelque sorte Arnhem, pendant le débarquement, c'est notamment le pitch d'un pont trop long. Après Market Garden, donc il a été fait prisonnier et il a tout simplement pris le contrôle d'un camp et réintroduit de la discipline britannique. Et donc en fait, lorsque le camp va être libéré, les alliés qui arrivent se disent « Ah, les paras sont déjà venus. Non, nous on était prisonniers ici en fait. » Mais en voyant les tenues parfaitement repassées, les boutons de guêtre qui brillaient, ils se sont dit c'est pas possible, c'est pas des prisonniers. Et donc, ce type-là est toujours encensé dans l'armée britannique. On a écrit encore des livres sur lui. Il y a des salles qui portent son nom à Sandhurst, l'académie. Sur comment il faisait bien son lit, etc. Voilà. Mais c'est un authentique héros de guerre. Mais quand on connaît la fin, et je ne vais pas la spoiler, du pont de la rivière Kwai, on comprend comment, en fait, de cette situation-là, on peut glisser dans une situation absolument absurde, puisqu'on perd de vue, finalement, l'essentiel. La guerre, c'est faire du mal à l'autre, en fait. André, pour votre 4e et 5e choix, là, vous pouvez... Alors, je crois que je vais boucler la boucle sur les prisonniers et les évasions, parce qu'il y a un film que j'adore, c'était mon grand regret la dernière fois. Je vais juste dire, là, sur les catégories, elles sont un peu plus perméables, peut-être, que sur la première. Donc, en fait, tous, on est en train d'essayer de prendre les films auxquels on tient beaucoup, parce qu'ils peuvent partir dans une autre catégorie. Exactement, et celui-là, ça aurait pu être le cas, parce que, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est le film de Jiang Wen, Grand Prix à Cannes en 2000, Les démons à ma porte, Guizi Lailé, qui est Ryan Opine. C'est un noir et blanc magnifique qui montre comment, dans un village chinois, 2 soldats japonais sont faits prisonniers. Alors, plus exactement, ils sont faits prisonniers par la résistance chinoise. On les confie à des villageois, et les villageois qui savent pas trop quoi en faire et qui sont très mal à l'aise. Et donc, c'est les fameux démons qui sont dans le village et qui vont perturber la vie de ces villageois, qui en même temps ont envie d'aider la résistance mais ont très peur des représailles. Et donc, c'est un climat très particulier. C'est à la fois burlesque et ultra violent et émotionnellement très fort. Pour moi, c'est un très grand film. Voilà, c'est longtemps que je l'ai pas vu. J'aimerais beaucoup le revoir. Et effectivement, ça décrit cette captivité et toutes les conséquences qu'on en tire. Et effectivement, ça aurait pu être dans l'autre catégorie que du coup, je vais enchaîner avec mon 5e choix, qui est la guerre sans militaire, parce que finalement, c'est les militaires, mais ils sont un peu au second plan et c'est les villageois qui sont en question. Et du coup, je vais prendre un film de Truffaut, Le Dernier Métro, 1980. On a réussi à placer de la nouvelle vague dans une draft de films de guerre. Absolument. Pour la deuxième émission. Alors en même temps, oui et non, parce que justement, 1980, Truffaut, le Dernier Métro, c'est le film qui lui a été reproché par tous les gens qui disaient comment il a trahi la nouvelle vague. Il est revenu au cinéma qualité française qu'il dénonçait. Alors que ça faisait un moment. Les années 50. Oui, et en même temps, on peut dire qu'il est resté fidèle à lui-même, resté fidèle à des thèmes, resté fidèle à des questions qu'il travaille, avec cette scène extraordinaire d'enfermement du mari du personnage joué par Catherine Deneuve. C'est pour moi un très très beau film sur l'occupation et sur ce que fait la guerre à une société et ce que fait la guerre à l'art aussi, avec un jeune Depardieu magnifique et puis Deneuve qui essaie de tenir son théâtre et de tenir son couple et de tenir sa vie sous la contrainte de la guerre. Je trouve que c'est un film splendide, même si ça a été reproché à Truffaut parce qu'il n'avait pas l'audace formelle des 400 coups. Ryan, deuxième choix. Alors j'ai décidé en fait d'anéantir les âmes des auditeurs, puisque je vais choisir Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, 1988, donc un film d'animation japonais. Et contrairement aux idées reçues... Il va falloir me le pitcher, parce que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Véritablement ? Ouais.
Ah, Oh là c'est là. un chef-d'œuvre absolu. Oui, mais on va Mais peut-être très pas. dur. Voilà. Soyez mais- un peu inclusifs, les gars. Voilà. Ça arrive. Bon, c'est très simple. C'est l'histoire en fait d'une famille. Ça commence dans une famille à Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale. On est la dernière année de la guerre et le film s'ouvre sur un bombardement de Tokyo à la bombe incendiaire, ce qui a effectivement eu lieu. Et les deux enfants deviennent orphelins de mère dans des conditions déjà qui donnent le ton du film, qui sont assez tragiques. Et c'est un garçon et sa petite sœur qui vont essayer de survivre. Et d'abord chez la famille, chez leur belle famille, pas chez leur belle famille, chez leur famille paternelle. Le père, lui, sert sur un navire de guerre dans le Pacifique. C'est un film sur la cruauté, en fait, de la situation et des gens en temps de guerre. Puisqu'en fait, il s'ensuit une très lente descente de ces deux enfants. Et c'est un très beau film sur la relation entre frères et sœurs. Donc c'est quoi ça? C'est guerre sans militaire? Ça, on est en guerre sans militaire. Oui, je reste dans la même catégorie. Voilà. On n'est Ouais, pas on- obligé de faire de se Voilà. taper toutes les catégories d'affilée. Ouais, hein. ouais, mais je. Et on peut avoir une pensée pour tous les parents de jeunes enfants qui ont emmené voir ce film à sa sortie en pensant que c'était un peu du Miyazaki, que c'était une sorte de Totoro. Il est question de Luciole dans le titre, et avec des gens qui ont été traumatisés à vie à 7 ans, 8 ans en ayant vu ce C'est film. les studios Ghibli. Et Vous- en même vous temps, avez une combien histoire à d'enfants raconter, qui ont ouais. échappé à des accidents domestiques? Combien de familles qui n'ont jamais eu à aller chez le médecin pour dire le petit a mangé des cailloux? Merci le tombeau des Lucioles. Voilà. Bon, des références assez précises. Simon? Et Deuxième oui, choix. alors ouais, j'hésite entre plein de trucs, mais en même temps, ça m'amuse moi pour l'instant de rebondir sur vos propositions. Et moi aussi, j'ai bien envie de faire de la guerre sans soldats, parce que moi, il y a un film qu'on mentionne très rarement, et du coup, j'ai très envie de le mentionner. C'est Le Train de John Frankenheimer, film de 1964, qui est un film alors où il y a bien des combats qui relatent tout simplement la capture, je sais pas si on dit ça d'un objet ou pas d'autre chose que des humains, la capture d'un train affrété par les Allemands qui contient énormément d'œuvres d'art, alors que le débarquement a lieu, et donc voilà, les Allemands essayent de le piquer, de ramener tout ça en Normandie. Et donc tout simplement, un réseau de cheminots résistants apprend la nouvelle et décide donc tout simplement de s'interposer. C'est un des premiers films de John Frankenheimer, immense réalisateur, lui aussi un petit peu oublié aujourd'hui. C'est un pur film de mise en scène, de montage, c'est d'une tension remarquable. Et puis bon, réussir à faire un film de guerre avec des cheminots syndicalistes, c'est pas donné à tout le monde. Je suis un peu déçu que vous n'ayez pas choisi Monuments Men sur le thème de l'art et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même un grand chef-d'œuvre. J'espère qu'on en parlera plus loin. C'est même un gros chef-d'œuvre, comme on dit. Ouais. Et donc là, on est toujours sur guerre sans militaire. Voilà, alors Alexandre. Eh à ben vous oui, de- parce qu'il n'y a pas de Non, soldat. et bah d'accord, bah, je vais boucler. Donc là, en fait, on fait les. Ah, c'est un ennui, mon Dieu. Ouais, on fait les. Non, mais en vrai, là, j'en ai deux, donc je pourrais inverser pour histoire de dire, mais c'est amusant pour l'instant. Vraiment, je suis très soulagé et assez abasourdi d'avoir encore les deux films que je voulais à ce stade. Donc, Guerre sans militaire, ce sera donc ce film immortel, très survolé à cause de la suite de la franchise, ce qui est une honte car c'est un très 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 grand film de guerre. C'est donc le First Blood, le premier Rambo, qui est un film. Voilà. Alors, objection, votre honneur. C'est un Ouais. film d'après-guerre. C'est pas un film de guerre. C'est un film d'après-guerre et pas de guerre sans militaire. Ça se passe pas pendant la guerre, ça se passe après la guerre. Non, alors s'il y a tout à fait une guerre, c'est une guerre sur le territoire américain, C'est c'est tout le problème. La guerre de John Rambo contre la police du Tout à village. fait, tout à fait. Donc film de Ted Kotcheff en 1982. C'est un film sans militaire et aucun des personnages n'est militaire au moment du film, et c'est tout le problème, parce que John Rambo est resté militaire dans sa tête, il n'arrive pas à en sortir, et pourtant il est rendu à la vie civile. De l'autre côté, la police du village, en fait, ce sont tous plus ou moins des réservistes, ils sont tous plus ou moins branques, mais le shérif, c'est un ancien de la guerre de Corée, et c'est un film incroyable sur ce que ça dit de générations suivantes, de mémoire contrariée entre la guerre de Corée, qui est une guerre très célébrée aux États-Unis, et la guerre du Vietnam, qui est une guerre qu'on ne veut pas voir à ce moment-là, au début des années 80. C'est par ailleurs un très grand film d'action, c'est un thriller. On peut pas, enfin, je veux dire, je veux bien que ce soit pas un film de guerre. Je vous rappelle qu'il abat un hélicoptère avec un arc et des flèches. Mais c'est un film de chasse. C'est un film de chasse. Non mais et puis Avec un caillou même. ouais, avec un caillou. Enfin bon, Ouais, bref, ouais. ça fait trop longtemps que je l'ai pas revu, mais c'est un film incroyable. C'est par ailleurs, je le maintiens, mais c'est un très grand film. À partir de Rambo 2, etc., ça deviendra n'importe quoi. On aurait pu avoir Rambo 2 en prisonnier de guerre d'ailleurs, ça aurait été un choix aux ailes. Je suis d'accord sur le fait que c'est un excellent film, et je l'ai toujours dit, les meilleurs films de Stallone sont ceux où il pleure. Ouais. Ah oui, bien sûr.
Non, enfin bon, bref. Donc je suis absolument ravi de pouvoir. Et votre objection, vous savez où vous la mettez, André, parce que ça, c'est vraiment un film de guerre et c'est un film sans militaire. Chers auditeurs, PTSD, bonjour. mais bon. Cette émission est à nouveau placée sous le signe de la mauvaise foi. Quoi, c'est pas un film de guerre? Si, c'est un film. Si. Je suis juste dégoûté qu'on me l'ait piqué. Alors, troisième tour, Alexandre. Troisième pour tour, débuter. et je commence donc avec cette catégorie qui est Femmes en guerre, qui n'est pas une catégorie très facile à remplir, et un autre film. Phallocrate. Ouais, un autre film très difficile, enfin très oublié, ou en tout cas qu'on regarde rarement au premier degré, et on a bien tort, parce que c'est tout à fait ce que le cinéma américain peut faire de bien, à la fin des années 90, par un très grand réalisateur dont c'est probablement des films dont on parle le moins, c'est G.I. Jane, à armes égales, avec Demi Moore, avec Viggo Mortensen aussi, qui est un film incroyable, très contemporain sur la problématique. Donc c'est des problématiques de féminisation de l'institution, et ils veulent, enfin une commission sénatoriale veut absolument, enfin une sénatrice veut absolument faire entrer une femme dans les commandos, enfin dans les forces spéciales, en l'occurrence dans les Navy Seals. Alors par ailleurs c'est extrêmement intéressant parce que ça montre déjà qu'à la fin des années 90, il y avait déjà cette obsession d'ouvrir toutes les branches des armées aux femmes, avec cette branche par excellence que seraient les commandos, les forces spéciales, et que tant qu'il n'y aurait pas une femme force spéciale, en fait la féminisation ne serait pas aboutie. C'est vraiment un très très beau film sur la politique d'intégration, disons, aux États-Unis. C'est un très beau film aussi sur... Enfin, c'est très très compliqué, avec un message très très complexe, parce qu'en fait elle passe tout ça en se déféminisant, en se rasant les cheveux symboliquement, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très très compliquées là-dedans. Cela dit, c'est un film qui montre une femme en guerre. C'est avec le même arc narratif d'ailleurs que Top Gun, sauf que c'est mieux écrit, c'est plutôt mieux réalisé, à part les scènes d'avion. Et voilà. Je suis très content de l'avoir. Donc ce G.I. Jane de Ridley Scott en 1997. Alors Simon, vous avez votre troisième choix qui arrive. Mon troisième choix, il m'emmène du côté du trauma, du côté du PTSD. Je vais prendre un film qu'on aborde pas si fréquemment que ça sous cet angle, mais qui me semble pourtant fondamental quand on veut l'analyser, qui est aussi un film de Michael Cimino, c'est L'année du dragon, dans lequel on a quand même un personnage central, enfin le protagoniste, qui est donc un policier qui... à la faveur de son racisme, décide de s'en prendre aux triades à New York, mais surtout à la faveur de son énorme trauma de la guerre du Vietnam, et qui voit la société américaine et voit les Américains d'origine asiatique strictement par le biais de tout ce qu'il a pu retirer de ce conflit, des traumatismes qu'il génère et du racisme qui infuse désormais en lui. Alors c'est à côté de ça un immense polar, un polar à la fois crépusculaire et curieusement optimiste par certains aspects. Petit trigger warning pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un film qui est graphiquement assez violent, qui représente un peu de violence conjugale, enfin domestique, mais aussi une relation naissante qui part sur des bases de violence psychologique et sexuelle. Donc voilà, il faut le savoir avant de regarder le film. Je trouve que c'est un film qui est bouleversant et qui dit énormément de choses, de qu'est-ce que c'est que être, on va dire, une personne traumatisée mais fonctionnelle. Parce qu'on n'est pas face à un type qui est dans sa cuisine en jogging en train de regarder la télé. C'est un type qui est policier, qui a un grade, qui est respecté, qui est fonctionnel à plein d'égards dans sa vie, et pourtant sa vie entière est brisée. Et il va en briser pas mal au passage. C'est absolument incroyable. L'année du dragon de Michael Cimino. Avec Mickey Rourke, dont c'est l'un des plus grands rôles avant The Wrestler. Ryan, c'est à vous. Voyons voir. Alors, je vais peut-être changer de catégorie, pour le coup. Voilà, on a déjà, grâce à Simon, cassé un peu la linéarité des catégories. Voilà. Et je vais partir sur la catégorie mission spéciale, pour parler d'un film dont je pense au premier degré qu'il est parfait. Il s'agit de Predator, 1987, de John McTiernan. Bravo. Objectivement parfait. John McTiernan est le maître du cinéma d'action linéaire. Son langage cinématographique est d'une clarté et d'une pureté extraordinaire. John McTiernan, rappelons, Piège de cristal, etc. Piège de cristal, Octobre Rouge. Et sa façon de filmer la jungle sera peut-être égalée plus tard par Terrence Malick dans La Ligne Rouge ou James Gray dans La Cité perdue de Z, mais ne sera jamais dépassée. C'est un film extraordinaire parce qu'il mélange des genres. On est d'accord qu'on a démoli l'objection pas de SF du coup.
C'est une mission spéciale. Très C'est spécial. une bande de mercenaires en pleine mission spéciale. Alors, c'est vrai que Et la mission- 97% du film n'inclut pas vraiment de SF. Il y a juste un tout Voilà, petit truc. non à mais la c'est fin, un mélange, de genres parce que c'est à la fois, ça commence comme un film de mercenaires comme il y en avait dans les années 70, voilà, et donc un film de commando tout à fait standard. On bascule ensuite sur un slasher. Et ensuite, on en arrive effectivement à du space horror mais qui ne se passe pas dans l'espace. Et tout ça passe crème. C'est improbable à souhait, mais ça passe. Et puis, Avec quand même disons-le, un peu d'homo-érotisme à la fin parce que c'est toujours bien. bon, il y a de l'homo-érotisme tout le long, mais ça c'est voulu en fait, c'est ça qui est génial, c'est que le côté caricatural et BD des personnages était complètement voulu, dialogue signé Shane Black, et qui joue d'ailleurs dedans, puisque c'est la première victime de la bande du Predator, et mais surtout, tout de même, il y a des citations de ce film. What's wrong, Billy? If it bleeds, we can kill it. Get to the chopper! Get to the chopper! Voilà, c'est Faut avoir vu le immortel. film parce que l'accent autrichien donc évidemment pour Schwarzenegger, mais oui, c'est très très grand film. Bravo. Dylan, you son of a bitch. Et précisons peut-être aussi à celles et ceux qui nous écoutent que ça vaut le coup de voir le film en VF. On est à l'époque à l'âge d'or de la localisation et il y a des traductions absolument incroyables et vraiment magiques. C'est-à-dire passer de You're an ugly motherfucker à T'as pas une Pas gueule une gueule de porte-bonheur. porte-bonheur. Mais oui. T'as pas une gueule de porte-bonheur? Quand il découvre l'apparence du prédateur qui à la fin du film enlève son casque, il lui fait Ah, t'as pas une gueule de porte-bonheur. C'est presque impossible de passer après ça, Ouais, mais c'est difficile. Je vais Allez-y, essayer André. quand même. Bon, moi, je vais aller vers une catégorie où il faut que je choisisse vite parce que je pense qu'elle est en fait très 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 remplie. C'est cette catégorie conflit fictif qui inclut donc la SF, comme on vient de le voir. Il y a énormément de choses. Je vais laisser parler mon cœur avec un de mes films préférés, on va dire dans les blockbusters. Rogue One, A Star Wars Story de Gareth Edwards, 2016, qui est un grand film de Là, guerre. clairement, l'ASF, on est bien dedans quand Ah même. bah si on admet Predator, je pense on peut pas refuser Rogue Pas One. exactement la Et même chose, mais Rogue ok. One, Rogue One est un grand film de guerre sur différents niveaux, puisqu'il y a à la fois d'abord de la contre-insurrection, puisque toute la première partie sur cette planète désertique de Jeddah, c'est en fait une métaphore de mésaventures états-uniennes au Proche-Orient, avec du côté des insurgés, d'ailleurs très intéressant, filmé du point de vue des insurgés, et qu'est-ce que ça fait que de lutter contre une puissance occupante. Et puis ensuite, ça devient un film de mission spéciale, alors d'ailleurs on aurait pu l'inclure là-dedans, d'aller chercher les fameux plans de l'étoile de la mort, de la Death Star sur Scarif, et avec une petite bande de militaires qui vont tous vers leur mort, qui le savent. Le film est pas du tout feel good, et c'est ça qui lui donne sa puissance et qui détonne dans l'univers Star Wars, très très rendu kids friendly depuis le retour du Jedi avec les Ewoks, et là on va vers quelque chose de très sombre, de très puissant, magnifiquement mis en scène, même s'il y a eu des problèmes de reshoot, de désaccords entre Gareth Edwards, Tony Gilroy. Bon, il y a toute une histoire autour de ça, mais voilà, pour moi c'est le deuxième meilleur film de toute la franchise Star Wars derrière l'Empire contre-attaque, et c'est un plaisir toujours renouvelé à regarder. Deuxième, faut enchaîner. Ah, c'est toujours à moi. Alors, c'est toujours à moi. Ah oui, j'en profite pour dire qu'il y a d'ailleurs Zhang Wen, le réalisateur de Démon à ma porte, qui joue dans Rogue One, ce qui me permet de lier mes deux. Parce que comme les Démons à ma porte avaient déplu à la censure chinoise, il a dû se réinventer une carrière en acteur hollywoodien asiatique. Alors, du coup, je vais aller vers un film que, inversement, j'aime pas du tout. Mais je le trouve incroyablement intéressant et je trouve que c'est un film symptôme. Ce film, il est pas très connu en France. C'est un film italien de 1991 qui a reçu le David di Donatello, qui est l'équivalent de nos Césars en 1991. C'est le film de Gabriele Salvatore, Mediterraneo. Et Mediterraneo, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est le symptôme absolu de la place de la Deuxième Guerre mondiale dans la mémoire italienne. C'est 8 soldats italiens qui se retrouvent sur une île de la mer Égée, je ne sais plus s'ils font naufrage ou ils se retrouvent un peu par hasard, une île grecque occupée donc par l'Italie à l'époque. Mais comme c'est des Italiens, c'est pas du tout des nazis, donc le film les montre comme des braves gars qui tombent amoureux évidemment de la fille du village qui demande « Ma che fai ?» Elle dit « Io son puta ». Et donc voilà, on comprend qu'elle vend ses charmes et qu'en fait, mais en fait c'est une pute. C'est quand même. Mais comment Dialogue- tu c'est comprends, dialogue parce que c'est très littéral. fin. C'est une Dialogue très belle littéral. explication de texte Ah, mais- que seul un historien peut faire. Yo soy puta. Eh oui. On Et- comprend qu'elle vend ses charmes. Et
Et donc, évidemment, c'est la pute au cœur d'or qu'ils vont racheter et il va y avoir une vraie histoire d'amour avec elle. Et évidemment, ils aident les vieux du village, ils aident les femmes à récolter les fruits, etc., etc. Et la guerre n'est pas là. Et donc, ils sont hors de la guerre jusqu'au moment où, malheureusement, évidemment, la guerre les rattrape, parce qu'il y a un bombardement de l'île. Ah mon Dieu, notre petite idylle hors du temps doit s'arrêter. Donc, c'est un film absolument fascinant et en même temps monstrueux sur une reconstruction totale de ce qu'était la guerre. Rappelons que l'armée italienne, elle a quand même gazé des Éthiopiens. Enfin, elle s'est livrée à des crimes de guerre absolument inimaginables. Mais là, on fantasme cette guerre sans guerre, avec ces militaires qui en fait passent des vacances sur une île grecque en profitant voilà, des oliviers, de la plage et des filles. C'est fascinant et ça mérite d'être vu vraiment, ne serait-ce que pour ça. Ryan, c'est à vous. Alors, je vais prendre la catégorie militaire sans guerre. Et je vais prendre un film que je trouve absolument superbe. Et qui me parle en fait, parce que je le trouve d'un réalisme et d'une actualité qui est inchangée. C'est Tant qu'il y aura des hommes, Fred Zinnemann, 1953. Grand classique, connu surtout pour une scène de baiser sur une plage, qui par ailleurs est très belle et très bien placée. Alors, au casting, Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sinatra, Ernest Borgnine et surtout Deborah Kerr. Et c'est d'après un livre de James Jones, qui n'est autre que l'auteur de Mourir ou crever, qui était la traduction française de The Thin Red Line, le livre. Et donc, en fait, quelque part, c'est en quelque sorte le prequel de la ligne rouge, puisqu'il parle du quotidien et des tensions, en fait, entre officiers, sous-officiers et hommes du rang, à Schofield Barracks, à Hawaï, à la veille de Pearl Harbor. Et si effectivement on voit l'attaque de Pearl Harbor à la toute fin du film, les 5-10 dernières minutes, tout le film lui-même parle du microcosme militaire. C'est une étude sociologique des rapports et des rapports de force en fait entre les différentes catégories sociales des militaires. Et c'est un film qui n'a pas perdu une once de sa force et qui, dans ce qu'il raconte fondamentalement, est toujours vrai. C'est-à-dire qu'on a une histoire de capitaine qui veut obliger un de ses hommes à boxer alors que celui-ci a renoncé parce qu'il a rendu un de ses copains aveugle à cause d'un coup mal placé. Moi, j'ai connu en fait des cas comme ça. J'ai connu un capitaine à la Légion qui avait interdit à un de ses légionnaires brésiliens de sortir parce que le gars voulait pas jouer au foot pour la compagnie. Donc on retrouve des choses comme ça qui sont extraordinairement réalistes et voilà. Et c'est c'est un très beau film. Simon. Et là, moi, j'hésite parce que j'arrive dans ce moment où il y a quand même des films que j'ai envie d'essayer de décocher. Et bah décocher, tiens, j'ai pas fait exprès de choisir le mot, mais si, bah du coup, c'est un signe du destin. Robin des Bois, Prince des voleurs, non? Eh bien, tu n'as pas idée à quel point tu es proche, et pourtant non. Je suis du côté donc des soldats... J'ai pensé pour film de captivité quand j'étais vraiment... Soldats pas en guerre. Soldats pas en guerre, eh bien, ça n'est pas Robin des Bois, Prince des voleurs, c'est La Rose et la Flèche de Richard Lester. Film remarquable et un peu oublié lui aussi, hélas, avec Sean Connery et Audrey Hepburn. Robin and Marianne. Absolument. Et donc, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est les dernières années de la vie de Robin des Bois, bien après les croisades, bien après même qu'il eût été Robin des Bois, alors qu'il s'en va retrouver Marianne, qui elle est au couvent, est âgée, hein, ils ont tous les deux les personnages ont tous les deux une bonne soixantaine quand se déroule le récit, et il se trouve que voilà, Robin des Bois n'a plus envie de se battre, il rêve d'amour, Marianne, elle se ferait un petit peu bousculer l'encensoir, que ça la dérangerait pas, et c'est un film d'un romantisme intégral en dépit de la phrase que je viens de sortir. C'est très beau, c'est très fin, et ça parle aussi, voilà, je le dis sans jeu de mots, mais de qu'est-ce que c'est que le repos du guerrier, d'un homme qui a consacré sa vie au combat, à une certaine martialité, à l'affrontement, et qui là tout d'un coup se surprend à se dire bah tiens, peut-être qu'enfin je peux déposer glaive et bouclier. C'est La Rose et la Flèche de Richard Lester avec Sean Connery et Audrey Hepburn, c'est magnifique. C'est très triste, il est très triste ce film, mais très beau. Alexandre, c'est à vous. Alors, maintenant, je vais faire mon conflit fictif, qui est un film incroyable. Je reviens vers le film de sous-marin qu'on n'a pas encore vu pour l'instant et c'est bien dommage. C'est USS Alabama, Crimson Tide, un film de Tony Scott. Hein. Je suis en train je signale que j'ai réussi à avoir Ridley et Tony Scott dans une draft. C'était mon premier choix en nucléaire. Ce qui est toujours un objectif à part entière. Film
invraisemblable avec Denzel Washington, Gene Hackman, Viggo Mortensen, George Zunza. Et pourquoi est-ce que je le mets en conflit fictif? Alors d'abord parce que c'est un enchaînement de situations qui sont fictives, c'est des rebelles en Tchétchénie, etc. Enfin bon, une montée de tension avec la Russie en 1985. Mais surtout c'est pas ça, c'est que c'est le paradigme. Donc en gros, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins américain reçoit un ordre de tirer pour une frappe préventive, et ensuite il reçoit un contre-ordre, mais le contre-ordre arrive pas totalement, donc ils comprennent pas, etc. tout à fait est-ce que l'ordre est annulé ou pas annulé, et avec un face-à-face entre Gene Hackman et Denzel Washington qui est incroyable, avec en plus, bon, il y a toute la dimension plus ou moins sudiste, parce que USS Alabama, Alabama, oui, bon, bref, un truc incroyable, c'est une histoire de mutinerie, de remutinerie, de coup d'État contre coup d'État sur coup d'État à l'intérieur d'un sous-marin. Et pourquoi est-ce que c'est fictif? Parce que tout ça, ça se passe dans leur tête. C'est-à-dire, mais c'est le paradigme des sous-mariniers, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur du monde. Et donc, la seule question, c'est qu'est-ce qu'ils imaginent? Qu'est-ce qu'ils imaginent qui est en train de se passer à l'extérieur? Est-ce qu'ils imaginent qu'ils doivent tirer pour sauver l'Amérique? Est-ce qu'ils imaginent que s'ils tirent, ils vont commencer l'apocalypse nucléaire? Voilà. Et c'est par ailleurs un film incroyablement bien fait, hein. C'est 95, pardon. Vraiment de facture parfaite pour cette époque-là. Pas gâché par des effets spéciaux en trop. Absolument pas, mais c'est toute la puissance des sous-marins, on l'a déjà dit, c'est la claustration avec très très peu d'effets, avec très très peu de moyens, on a beaucoup d'effets. Et voilà, si vous l'avez film sur l'autorité. Un grand film sur l'autorité, est-ce que l'autorité vient du respect des ordres, vient du charisme personnel, parce que c'est deux modèles aussi qui s'affrontent d'autorité. Très très intéressant de ce point de vue-là. Alors, si vous l'avez pas vu, voyez-le, parce qu'il faut le voir tout à fait au premier degré. Donc USS Alabama en français, un film incroyable. Tiré d'une histoire vraie, ceci dit. Oui, tiré d'une histoire plus ou moins vraie, c'est-à-dire c'est vraiment plus ou moins arrivé dans un sous-marin américain soviétique pendant la crise des missiles de Cuba. Voilà. Alexandre, vous avez un nouveau choix pour le 5e tour. Et un autre film dont pour l'instant personne ne m'a chippé les miens, j'en suis très heureux. Film incroyable qui est à la base une pièce merveilleuse, donc dans la catégorie des militaires sans guerre, des hommes d'honneur. A Few Good Men. On voit cette stratégie de choisir que du blockbuster hollywoodien feel good. USS Alabama, Few Good Men, G.I. Jane, Rambo. Là, gros tropisme naval aussi. Ouais, on voit une stratégie quand même écoutez, très marquée. Laissez-moi les frères Scott et je vous laisse la nouvelle vague. Sur une draft de films de guerre, j'aime bien mes chances à la fin. Pardon. Non mais c'est un film incroyable parce que c'est une pièce à la base d'Aaron Sorkin qui est le scénariste et le showrunner de The West Wing, qui a fait tellement de choses après, qui est un des meilleurs scénaristes hollywoodiens depuis 30 ans. The Social Network. The Social Network, qui a fait tellement de choses. Un film avec deuxième film avec Demi Moore d'ailleurs que je réussis à choisir et c'est pas rien. Ça je sais pas si ça va gagner beaucoup de votes. Elle était très jolie quand même dans Few Good Men. Avec Tom Cruise. Le seul problème c'est que Tom Cruise et Demi Moore n'ont absolument aucune alchimie à l'écran. C'est terrifiant, mais d'une manière générale, Tom Cruise n'a pas d'alchimie avec grand monde à l'écran. Oui, il y a une alchimie terrifiante avec Jack Nicholson dans ce film. Avec Jack Nicholson. Donc, je rappelle un peu le pitch. À la base c'était une pièce de Broadway. Le pitch c'est à Guantanamo, littéralement la base. Il se passe un truc. Un type meurt dans la garnison et tout le monde essaye de deviner ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, etc. Et donc c'est une enquête. Par ailleurs, on a dit qu'on ne mettait pas les séries, mais ça me permet de mentionner au passage cette série incroyable qui est Jag, que tous les gens de ma génération ont. Mon Dieu. Il l'a placé. Et qui est clairement une sorte de spin-off de A Few Good Men. Mais je crois que c'est et de Top Gun. Mais je crois que c'est officiellement un spin-off. Ah ouais, je sais pas. Ça me dit quelque chose. Je ne veux pas te dire de bêtises. Bon, il y a un rapport. Ouais. Bref, mais du coup, je suis heureux de réussir à l'apprendre quand même. Avec. Bon, tout est génial. Tom Cruise qui fait semblant de jouer au baseball, Tom Cruise qui fait semblant d'être normal, Tom Cruise qui fait semblant de savoir s'amuser. Tom Cruise qui fait semblant d'être ivre. Ça c'est génial. Et Kevin Bacon, un film avec Kevin Bacon est toujours un plus. Absolument. Mais avec Kevin Pollak, avec J.T. Walsh, avec Kiefer Sutherland, le casting est invraisemblable. Le film est très très bon pour 97%, moins les parties où on regarde un peu trop Tom Cruise, et avec à la fin une des plus grandes scènes de procès que j'ai jamais vu au cinéma, avec donc Jack Nicholson qui est ce commandant des Marines.
Vous nous faites un petit You Can Handle the Truth. Ouais, c'est ça. You want the truth? You can't handle the truth. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? Un film incroyable de ce point de vue-là. Parce que tout se résout, tout se solutionne à la fin, avec en plus vraiment parfait, le truc parfaitement dégueulasse des années 90 de sexisme que Jack Nicholson joue à la perfection. Le vieux colonel sexiste, vraiment je l'ai rarement vu, le vieux dégueulasse militaire parfait en Jack Nicholson. Voilà, c'est un film incroyable. Bon, choix irréprochable. Simon, c'est à vous d'enchaîner, c'est pas simple. Alors, c'est pas simple, et c'est d'autant moins simple que je me suis fait fort pendant la préparation de cette draft, de me dire non mais toi t'es le critique ciné, toi t'es un pro, donc tu regardes pas, tu fais tout à la mémoire, tu vérifies pas ce qu'on a sorti la dernière fois parce que à la mémoire tu vas pas te planter. Et là du coup j'ai très peur. Vraiment je me sens un peu con. Mais on va voir ça tout de suite parce que je me dis c'est pas possible que je l'ai pas mentionné la dernière fois et c'est pas possible que quelqu'un l'ait pas mentionné non plus. Mais écoutez je vais au devant de mon destin. Dans Femme dans la guerre, moi il y a un film que je ne pouvais pas ne pas citer, mais sinon j'en ai un de remplacement. C'est évidemment Black Book. Oui. On l'avait fait ou pas? Non, on l'a pas mentionné. Verhoeven. Parce que quand j'ai choisi, je me suis dit c'est pas possible qu'on l'ait pas fait. Bon, et ben donc Black Book de Paul Verhoeven, c'est un film sur la résistance d'une femme. Donc c'est absolument incroyable. Jeune résistante juive dont la famille a été tuée. On est en pleine Seconde Guerre mondiale et qui donc est envoyée pour aller séduire un officier nazi parce qu'elle est très belle. Et le problème, c'est que sitôt les deux se rencontrant, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Mais elle y compris. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et lui la démasque immédiatement. Immédiatement, il lui fait genre ah attention, il y a un petit problème sur le strudel là. Et bon, oulala, non, ok. Bon, bref, c'est en direct. Non, c'est pas en direct, mais on peut dire que dans la préparation de cette émission, on a eu un grand débat de est-ce qu'on autorisait les accents ou pas. Pour se moquer des nazis, on a le droit. Ouais, bon, très bien. et donc, c'est à la fois un pur film romantique, un pur film romanesque, tragique, parce que effectivement, entamer une liaison avec un officier nazi quand on est là pour les infiltrer et les détruire, qu'on travaille pour la résistance aux Pays-Bas en pleine Seconde Guerre mondiale, c'est pas une très bonne idée d'un point de vue assurantiel. Et c'est incroyablement interprété. C'est un film d'une ambiguïté, sur l'ambiguïté plus exactement, parce que les résistants n'y ont pas le beau rôle et on pourrait dire not all Nazis à la fin du film. C'est un chef-d'œuvre, un authentique chef-d'œuvre. C'est un des plus grands films de Paul Verhoeven. Que vous aviez magnifiquement surnommé dans le premier épisode Le Hollandais violent, et donc on peut le rappeler parce que ça le mérite. Ryan ? Alors, même catégorie, Femmes en guerre, et je vais parler d'un film d'Oliver Stone. Alors, si je vous dis qu'Oliver Stone a réalisé une trilogie sur le Vietnam, vous serez capable de m'en citer 2 films. Platoon et Né un 4 juillet. Et quel est le troisième ? Histoire de paysage ou de Entre ciel et terre. Voilà, Entre ciel et terre. Qui est l'adaptation d'une autobiographie de Lely, donc une jeune Vietnamienne, qui traverse tout ce conflit. Donc elle raconte toute son enfance au Vietnam et elle va subir les pires outrages, mais en fait, toute cette histoire, en fait, elle est une allégorie du Vietnam. Elle commence dans son village, alors qui est déjà détruit par les Français pendant la première guerre d'Indochine. Donc elle raconte sa vie de jeune paysanne, son amour de la terre, de ses parents, et ensuite, elle entre en résistance. Elle fricote un petit peu avec les Viet Cong. Elle est arrêtée, elle est torturée, et il s'ensuit en fait un destin où elle va être ballottée par la guerre d'un camp à l'autre, à ne pas savoir quoi choisir. Ça, c'est toute la première partie du film. Et lors de la deuxième, elle a émigré aux États-Unis, mariée avec un militaire américain, où elle va, en quelque sorte, être entraînée au bord du précipice par son PTSD à lui, puisqu'il devient effectivement violent et autodestructeur. Et c'est tout simplement l'histoire d'un pays à travers une femme, et aussi d'une femme dans un pays en guerre.
André, Eh bien, pour je conclure vais ce tour, on est à conclure combien de ce tours, là tour et conclure le 5e tour, au milieu de la draft. Je vais moi aussi choisir un film sur une femme en guerre, un film sur une femme en après-guerre. Et du coup, je prends le film pour le sortir de cette catégorie, c'est Sabine Azema, dans La vie rien d'autre de Tavernier, en 1989, qui joue donc Irène de Courtille, cette veuve d'une bonne famille française. Veuve pas tout à fait, justement, elle est persuadée que son mari est encore vivant, et elle parcourt l'ancien front à la recherche de ce disparu, et elle tombe sur le commandant de la Plane, joué par Philippe Noiret de manière inoubliable, qui lui explique que les disparus, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait pas comment les trouver, il y en a partout, et c'est la confrontation de cette femme avec le passé de son mari, avec la réalité de la guerre, avec la violence de la guerre qu'elle n'imaginait pas, et c'est un film d'une incroyable puissance, et donc voilà, je continue d'aller vers le cinéma patrimonial français, mais pour un très très beau film. On va donc profiter qu'on est à la mi-temps pour faire un petit récapitulatif après 5 tours sur les 10. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui a pris quoi, puisque c'est vous le greffier en quelque sorte? Absolument. Alors Alexandre a fait des choix très hollywoodiens, puisqu'il a choisi The Deer Hunter, les deux frères Scott. The Deer Hunter de Cimino, Rambo First Blood, G.I. Jane, Crimson Tide, alias USS Alabama, et des hommes d'honneur A Few Good Men. Pour Simon, nous avons Stalag 17, Le Train de John Frankenheimer, L'Année du Dragon, La Rose et la Flèche, et Black Book du Hollandais violent Paul Verhoeven. Ryan a choisi Le Pont de la rivière Kwai, Le Tombeau des Lucioles, on est sur du fun pour l'instant, Predator, Tant qu'il y aura des hommes, et Entre ciel et terre, et de mon côté, Les démons à ma porte, Le dernier métro, Rogue One, Méditerranéo, La vie rien d'autre. Et je crois que c'est à moi d'enchaîner. Oui, donc on revient. Alors je vais être le premier à choisir un personnage de film. Alors on s'était dit, personnage avec lequel on irait au combat, quelque chose comme ça. Alors je vais choisir quelqu'un qui a fini amiral, commandant la flotte pacifique américaine, mais en fait il est plus connu pour avoir été le lauréat de la Fighter Weapons School de Miramar en 1986, au sommet de sa classe. J'ai nommé Tom Kaczynski, alias Iceman, évidemment, ce personnage joué de manière inoubliable par Val Kilmer dans 2 grands films, Top Gun et Top Gun Maverick, qui est à la fois le meilleur pilote du film, meilleur que Tom Cruise, il finit en haut du classement, qui est qui respecte les ordres, lui, et ne met pas en danger la marine américaine, et qui en plus... You're dangerous, Maverick. Bah oui, mais et la preuve. Et en plus, finit aussi par humainement être à la hauteur, puisqu'il soutient son ami de toujours et il le couvre même au cours de ses pires bévues. Ce qui donne d'ailleurs lui une scène très poignante avec un Val Kilmer n'arrivant plus à parler, malade. Dans Top Gun Maverick. Jouant ce même rôle dans Top Gun Maverick. Donc voilà. Et je pense injustement mal aimé parce que à l'époque, Tony Scott avait joué aussi en gros, c'était un peu le Ivan Drago de Top Gun. La ressemblance est frappante. Exactement, c'est le Dolph Lundgren. D'ailleurs, ils lui ont donné un nom un peu russophone, Kaczynski, pour jouer sur la guerre froide. C'était l'ennemi parfait, blond, coupe en brosse, etc. Mais en fait, il gagne à être connu, je pense, Tom Kaczynski. C'est vrai que si on y pense, Tom Cruise est le méchant de Top Gun et on y pense. Le premier Top Gun, oui. Ah non, mais c'est un bel exercice de réhabilitation de ce personnage. Bravo. Ryan. Alors, au départ, je dois dire, j'aurais voulu prendre un sous-off, puisqu'en fait, j'ai calqué aussi ma façon de commander sur pas mal de personnages de fiction. Ce sont les sergents Elias dans Platoon, Wilsdorf dans la 317e section, Steiner même dans Croix de Fer, et surtout le sergent Welch dans la ligne rouge. J'ai pensé un petit peu aussi au capitaine Conan, mais je l'ai trouvé trop tribal, trop toxique, quelque part. Et finalement, comme chef, je vais choisir quelqu'un qui est profondément imparfait. Et c'est le capitaine Staros dans La Ligne Rouge. Staros est quelqu'un qui a du mal à imposer ses vues. Et à la fin, il plie face à un Nick Nolte absolument impérial dans le rôle du colonel Toll. Et il finit par lancer une offensive selon des plans qui ne sont pas les siens. Quand elle capote assez horriblement avec des pertes effroyables, il est en état de paralysie et de sidération. C'est quelque chose que j'ai connu. Et il se reprend pour désobéir formellement à un ordre dans une scène qui devrait être enseignée, à mon avis, qui devrait être montrée dans les écoles militaires. Ce moment où il décide de dire « Non, je ne suivrai pas cet ordre ». Et à la fin, il perd. On le renvoie. Et il a cette phrase pour ces hommes, vous êtes les fils que je n'ai jamais eus. Ça, c'est un homme que je suivrai. C'est un magnifique personnage joué par Elias Koteas. C'est une scène effectivement absolument inoubliable. Simon.
Oui, c'est à moi. Eh bien, je vais balancer un gros conflit fictif. Moi, un des conflits fictifs qui m'a le plus marqué au cinéma, c'est La Guerre des mondes de Steven Spielberg, encore Tom Cruise, et qui est donc à la fois bien un conflit parce qu'on assiste bien à une militarisation express de la société, à justement comment réagissent et comment subissent les civils dans un conflit éclair sur le sol américain. Et c'est bien, à mon sens, à plein de degrés, notamment intimes en l'occurrence, un film de guerre. Et effectivement, ce conflit effectif. Donc voilà, ça marche très bien. Non, je trouve que c'est un des plus beaux morceaux de bravoure de mise en scène de la part de Spielberg. Il retrouve quelque chose d'une espèce d'angoisse absolue, de peur primaire, avec sa caméra qu'on n'avait pas eu, je pense, depuis Les Dents de la Mer, en termes d'intensité. Je crois à Tom Cruise en Docker, ce qui est pas évident. Et vraiment, Je crois que vous êtes le seul. c'est possible. Non, je trouve que ces gamins sont formidables. Et puis il y a tout un discours sur l'héroïsme ou ce que n'est pas l'héroïsme et notamment ce qui se passe quand ce père prend non pas de sang-froid mais sciemment la décision que pour protéger sa fille il va devoir tuer un homme. Et ça n'est pas une décision glorieuse, spectaculaire. C'est pas un grand climax. C'est une scène terrible. Bref, je trouve que sur ce que peut être la guerre, moi ce que je peux en percevoir comme civil, je trouve que c'est un film très fort. Très bien, alors maintenant c'est à moi, et pour casser donc l'étiquette de gros méchant hollywoodien que me colle André, ça va être sur l'après-guerre, et ça va être, on revient toujours à Schoendoerfer, ça va être Le Crabe Tambour, qui est un film tout à fait qui n'est que sur l'après, donc voilà, avec Jean Rochefort qui va chercher ce personnage de Wilsdorf d'ailleurs, qui est, il y a tout un Schoendoerfer Cinematic Universe, puisque ce Wilsdorf est censé être le frère de l'autre Wilsdorf, le sous-officier de la 317e section. Il va le chercher très loin, dans l'Atlantique Nord, chez Terre-Neuve, donc c'est le médecin d'une frégate, ou enfin en tout cas d'un navire de la Marine nationale, qui va chercher ce personnage de Jacques Perrin, parce qu'il a des remords. Alors c'est un film post-guerre d'Indochine, et aussi et surtout post-putsch de 61, puisque c'est ça qui hante le personnage de Jean Rochefort, c'est que le personnage de Jacques Perrin, Wilsdorf était putschiste, il lui avait promis de le suivre, il ne l'a pas suivi, donc c'est un... Voilà, c'est intéressant parce qu'il y a tous les regrets de la guerre, de tout ce qu'on a fait, et puis il y a aussi tous les regrets de ce qu'on n'a pas fait. Alors là, en plus, pour un truc qui est vu d'aujourd'hui tout à fait déplorable, quoi. Enfin, je veux dire, on ne prendrait pas la défense d'un putschiste de 61, mais voilà, c'est un très beau film sur le regret, la nostalgie, et surtout les liens, en fait, le fait qu'on se sente redevable à quelqu'un de quelque chose, et de ne pas l'avoir fait, à quel point ça peut hanter jusqu'aux confins de l'Atlantique Nord. C'est un film, par ailleurs, très beau, avec une musique très belle aussi, je peux le dire, je ne choisirais pas en bande originale, mais très très beau film. Et il faut rebondir. Et il faut rebondir là-dessus. Je pourrais faire le franchouillard, mais nucléaire. Et j'en suis très content parce que du coup ça me permet de me venger, parce que je sais que vous y pensiez dans un coin pour André. Ce sera donc le Oppenheimer récent, de Nolan, de Christopher Nolan, avec évidemment Cillian Murphy. Bon, voilà, un film qui est pas parfait, mais déjà ça me fait plaisir de vous le shipper, et puis parce que je sais que vous l'aimez beaucoup, et puis non, il y a quand même une scène d'explosion absolument... Enfin bon, c'est un film qui visuellement a vraiment réussi quelque chose, en plus de dire plein de choses très intéressantes sur la guerre froide, le macartisme et tout ce genre de choses. Ouais, moi je trouve que c'est un très beau film parce que c'est un film très adulte. C'est un film qui prend tout au sérieux, qui prend ses personnages, ses enjeux au sérieux. Ah oui, ça il prend au sérieux. Ça. Voilà. Il est Alors, capable de prendre au sérieux un gobelet en plastique. On peut ne pas l'aimer, mais moi je l'admire pour ça. Alors moi j'ai vraiment voulu ne pas l'aimer, surtout j'avais absolument détesté Dunkerque. Et j'ai dû réviser ma copie. Oppenheimer était vraiment un bon film. J'ai été très content de le voir. Alors Simon, c'est à vous pour le 7e tour. Ah, pour le 7e tour. Eh bien, pour le 7e tour, moi, je vais aller faire un côté... Pour le 7e tour, je vais aller faire un tour eh bien, du côté d'un film d'enfance, dans le film de Mission Spéciale. C'est un film que j'ai pas revu depuis très longtemps, mais que je voyais l'été avec mon grand-père, qui est Les Canons de Navarone. Ah, c'est magnifique. Wow. Je suis très content que le cinéma patrimonial hollywoodien des années 60 soit présent, le Technicolor, dans toute sa splendeur. C'est ce que j'allais dire. Si vous avez des mômes, regardez-le avec vos mômes. Si vous n'avez pas de mômes, faites-en devant le film. C'est un Technicolor magnifique. C'est des comédiens, tout un casting absolument incroyable, à la fois des gueules magnifique. Voilà, Gregory Peck, Anthony Piven, bah oui, non, pardon, David Niven, excuse-moi.
tout est canon, les rebondissements c'est super, l'écriture des personnages, leurs interactions, parce que voilà c'est ça, c'est un commando qui doit aller prendre, détruire des canons qui menacent une île grecque si ma mémoire est bonne. Et tout simplement le leader naturel de l'opération se retrouve assez vite blessé, incapacité. Et donc tout simplement la hiérarchie va être bouleversée et plein de tensions vont apparaître entre ces personnages. Ils sont tous remarquables. C'est à la fois un formidable divertissement, un grand film d'aventure, un vrai film de mission spéciale. Super cool les canons de Navarone. Ryan. Je vais revenir à l'après-guerre. On m'a shippé les deux films que j'avais sélectionnés. Je voulais prendre First Blood et Voyage au bout de l'enfer. À votre service, Ryan. Voilà. Merci Alexandre. Donc je vais prendre, tenez-vous bien, du Fassbinder. Le mariage de Maria Braun. Maria Braun est une Allemande. Dans les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale, elle épouse un homme, Hermann, il me semble, Hermann Braun, et Braun disparaît. On dit à Maria qu'il est mort sur le front de l'Est. Et Maria va devenir, encore une fois, on a une femme allégorie comme le Oliver Stone que j'ai cité, une allégorie de l'Allemagne qui se reconstruit, mais qui se reconstruit aussi dans une optique très égoïste, très capitaliste, très sans scrupules. Et Maria traverse effectivement sa vie en passant d'homme en homme, mais dans une optique d'ambition. Hein. Ce n'est pas par veulerie, c'est véritablement en fait par choix délibéré. Et Hermann revient par contre. Hermann revient, redisparaît, et puis réapparaît. Elle aime, elle est amoureuse de lui, mais elle n'arrive jamais à vivre son bonheur avec lui parce qu'elle préfère sa réussite. Et donc, c'est un film absolument génial sur la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale de l'Allemagne. Voilà. Je tiens à dire, donc tout le monde a fait l'après-guerre, personne n'a pris Allemagne année zéro. J'ai pas fait l'après-guerre encore, donc je me laisse peut-être cette possibilité, mais il y a peut-être un autre choix. Alors ceci dit, moi j'ai pris pour le personnage de femme. Ah oui, pardon. Alors, ceci dit, comme Oppenheimer et Crimson Tide ont été pris, pour le nucléaire, j'ai pas le choix. Là, je ne peux pas le laisser passer. Je vais évidemment choisir Dr. Folamour de Stanley Kubrick, 1964. Voilà, un immense film, évidemment, un immense rôle pour Peter Sellers, mais aussi pour Sterling Hayden. En général, Jack Reaper complètement fou, le paroxysme du général de guerre froide qui veut bombarder tout le monde et qui est prêt à appuyer sur le bouton. Et puis une description très très réaliste par beaucoup de côtés de la façon dont les engrenages, c'est tourné au lendemain de la crise de Cuba, dont les engrenages pouvaient effectivement précipiter le monde dans la guerre nucléaire. Et je peux préciser, je ne sais pas si les auditeurs l'ont entendu, Ryan vient de faire un geste de salut nazi réprimé. Absolument. Voilà, c'est pas hyper radiophonique, mais ça fait partie de tout ce qu'il y a dans ce film, voilà, qui est un film qui est par ailleurs très drôle. Rappelons-le, c'est une comédie, c'est une comédie, mais d'une noirceur totale évidemment, puisque c'est une comédie sur la destruction du monde par la bombe. Donc voilà, le Dr. Folamour de Kubrick, je pouvais pas faire autrement. Alors, je crois que c'est encore à moi. Alors du coup, je vais aller vers la bande originale et je vais vous demander de fermer les yeux. Et si vous vous retrouvez seul, chevauchant à travers les champs avec le soleil sur votre visage, ne soyez pas troublés, car vous êtes aux Champs-Élysées, vous êtes déjà mort. C'est évidemment Gladiator de Hans Zimmer. On imagine une main passant dans du blé et cette musique, elle est très pompeuse mais très entraînante de Hans Zimmer, et Hans Zimmer c'est ma passion, donc voilà, je suis très content de pouvoir choisir Hans Zimmer. Donc j'ai choisi une musique originale et pas une bande originale, parce qu'il y avait aussi évidemment plein de films avec plein de chansons très bien choisies, mais là c'est vraiment les compositions d'Hans Zimmer qu'on peut écouter sans se lasser, que je trouve magnifiques. Ryan. Alors, je vais repasser au nucléaire et je vais évoquer un film. On en est tous là. Ouais, je vais repasser au nucléaire, ouais. Énergie d'avenir. Pour parler d'un film qui a déjà été évoqué dans le bunker. Et en fait, c'est dans le bunker qui me l'a fait découvrir. Je ne connaissais pas du tout. Moi qui vis pourtant au Royaume-Uni où ce film est effectivement culte. Je l'aurais pris. Il est bravo. J'étais mécontent j'aurais été mécontent qu'on ne le mentionne pas. Film télévisé de 1984 de Mick Jackson, Threads. Donc sur une attaque nucléaire au Royaume-Uni, et c'est, sans jeu de mots, retombé. Où en fait
comment décrire ce film ? C'est comment une attaque nucléaire a fait finalement moins de mal à Sheffield que les Tories en 2 décennies de pouvoir. Wow. C'est un film extrêmement dur. Si vous avez peur de l'apocalypse nucléaire, attendez de voir Margaret Thatcher. Non, mais allez visiter quelques quartiers de Newcastle et vous verrez qu'en fait, on n'est pas très très loin de la réalité. On est c'est pas tellement de la fiction. Mais ceci dit, c'est un film coup de poing. C'est un film véritablement choquant et qui n'a rien perdu de sa puissance. Je pense pas avoir déjà vu filmer à ce point-là à quoi ressemblerait un hiver nucléaire, une apocalypse et un hiver nucléaire. C'est incroyablement. Mais c'est intéressant parce que les ramifications sociales et politiques. C'est un moment où on se pose ces questions parce que c'est le moment des euromissiles. L'année d'avant, il y a eu The Day After qui était ce téléfilm diffusé aux États-Unis à heure de grande écoute qui a eu un succès absolument gigantesque et qui a presque réorienté les politiques de guerre froide de Reagan. Donc c'est un moment où cette angoisse remonte à la surface très fortement. Ouais, mais c'est aussi une époque où l'IRA fait exploser des choses en Angleterre un peu partout, on a tendance à l'oublier. Et Brésil participe de la même angoisse. Les Anglais, les Britanniques ont absolument toutes sortes de raisons d'être angoissés à cette époque. Simon. Eh bien, moi je vais rester sur le nucléaire parce que je trouve ça assez rigolo. Moi c'est tellement rigolo le nucléaire. Oui, évidemment. Non, mais moi j'ai Docteur Folamour, mais en version pas rigolote, justement. C'est exactement la même histoire, mais c'est le même point de départ, sauf qu'on n'essaie pas de nous faire rire. C'est un film de Sidney Lumet qui est, je crois, de 1970, c'est Point Limite, qui imagine en fait qu'un petit transistor dans le système de détection, de détection de protection radar américain, part en sucette et va déclencher, mettre en branle absolument toute la machine d'attaque nucléaire. Et le film part du principe que Américains comme Soviétiques tentent de l'enrayer, sauf qu'il y a bien sûr, une fois que la mécanique est lancée, il y a les intrigues politiques, les intrigues de palais. Chacun essaye de tirer de tirer son épingle du jeu. Et donc, Point Limite, c'est un film de pur suspense. Si ma mémoire est bonne, qui est très ramassé, il doit durer à peine 1h20. C'est parfaitement terrifiant. On peut signaler que ça a failli arriver, puisqu'en 1983, Stanislav Petrov, qui était un officier de la détection satellite soviétique, a pris sur lui de ne pas déclencher la riposte, alors que ses ordinateurs lui disaient qu'une attaque était en cours. Et donc, si on est vivant, c'est grâce à Stanislav Petrov. Merci Stan. Donc, maintenant c'est à moi, et là on est au 8e tour. Donc il en reste fin du 8e. Ouais. Très bien. Donc, moi, il me reste le personnage de film, la mission spéciale et la bande originale. C'est pas facile. Mais des personnages, il y en a tellement que je pense que je peux le laisser un peu de côté. Ça va être la mission spéciale, avec, je trouve, le film pur et parfait de mission spéciale qu'il aurait été quand même très dommage de ne pas citer. C'est Les 12 salopards. Ça aurait été c'est donc de Robert Aldrich en 1967 avec Lee Marvin avec ce rôle Lee Marvinesque par excellence, avec par ailleurs dans les salopards John Cassavetes, Donald Sutherland, Charles Bronson, Ernest Borgnine, pardon. Enfin bon, voilà, un film parfait avec un pitch merveilleux aussi, hein. C'est donc une mission suicide pour attaquer un château en France près de Rennes où il y a plein de nazis qui sont tous ensemble. Enfin, qu'est-ce que vous voulez de mieux comme mission que ça ? Oui. J'ai juste hésité un peu avec Inglourious Basterds, c'est un remake par beaucoup de côtés. Oui, tout à fait. Mais j'ai hésité entre les deux parce que il y a un truc par ailleurs. Tant qu'à faire une mission spéciale, autant la faire pour buter des nazis, hein, qui sont des méchants chimiquement purs et parfaits. Donc voilà, hein, c'est ça qu'on a envie. Il va plus loin parce qu'on est à la limite du crime de guerre parce qu'il tue les compagnes avec. Hein, Oui, bon, c'est la guerre, c'est ça. Avec des scènes, avec le maniaque sexuel de la bande. Dans les 12 salopards, Telly Savalas, c'est le plus salopard des salopards. C'est un personnage absolument monstrueux qu'on en voit rarement au cinéma. Mais qui se fait buter, d'ailleurs. Non, voilà, c'est tout pour moi. Les 12 salopards, ça m'aurait chagriné qu'il ne soit pas pris, parce que je pense par ailleurs que c'est un des meilleurs films de cette... Je pense que c'est bien mieux que Le jour le plus long, par exemple. J'avoue que si j'avais pas pris Predator, moi j'aurais pris l'ancêtre direct des 12 salopards, et qui est peut-être... Alors attention, qui est peut-être meilleur, Les 7 samouraïs. Bien sûr. De Kurosawa. Ouais. Oui, et puis les 7 mercenaires. Enfin bon, bref, il y a moins de nazis quand même. Il me reste un choix dans cette catégorie, je vous rappelle. Ouais. Alors Alexandre, c'est toujours à vous pour le 9e tour. Pour le 9e tour, très bien. Donc moi, j'ai tellement de personnages avec qui j'ai envie de partir au front que je peux me permettre de prendre la BO. Comment dire ? Alors attendez, je vérifie juste un truc.
Est-ce qu'il y a de la musique Dans. Non, il n'y a pas de musique. Non. Non, en vérité, j'aurais pu prendre, parce qu'on a ouvert cette catégorie, y compris au film qu'on avait déjà pris, donc j'aurais totalement pu prendre Laurence d'Arabie, que vous aviez pris dans la première émission, parce que c'est une BO merveilleuse, de Maurice Jarre. J'ai songé longuement à Dien Bien Phu, qui est un film qui est bourré de défauts, mais pas la musique. Ouais, enfin, le mixage, par Le contre. mixage, oui, le mixage est abominable, mais la musique elle-même est composée, elle est magnifique et merveilleuse. Mais non, si on doit prendre de la musique de film, je pense qu'il y a un seul choix, à part Hans Zimmer peut-être, c'est Ennio Morricone. Et donc, ce sera Il était une fois la Révolution, qui est le seul de cette trilogie qui parle vraiment directement de la guerre, puisque c'est la guerre au Mexique, avec cette musique qui est tellement allumée, elle est tellement barge, cette musique, le cha-cha. C'est peut-être le plus Cha-cha. dingue. C'est invraisemblable. Voilà, Ennio Morricone, donc le film est dingue, enfin la trilogie est dingue, mais celui-là est vraiment profondément déséquilibré. La musique est largement aussi déséquilibrée que le scénario et la réalisation. Et voilà, c'est souvent en tête, j'ai ce cha-cha. Que non, je mettrai peut-être un extrait, mais qui est incroyable. Voilà, Simon. Ah bah écoute, moi pour la musique, il faut savoir que je suis un être qui est assez peu sensible à la musique. C'est pas du tout pour troller, c'est pas ça, mais tu sais que de même qu'il y a des gens qui peuvent passer leur vie sans jouer à la pétanque, sans lire un bouquin, sans machin. Moi c'est la musique, je suis assez à distance. Et je te dirais même... Par contre, la pétanque, faut pas déconner. Ah non, ça c'est sacrément beau, monsieur. Mais tu vois, quand un film me séduit, souvent je n'en remarque pas la musique, signe que justement j'ai pas été sorti. Voire en dépit de la musique. Voilà, et quand elle facilite mon immersion, j'ai tendance plutôt à l'oublier. Je suis pas en train de te dire que je reconnaîtrais pas le thème d'Indiana Jones, mais donc pour moi c'est une catégorie pas évidente. Et bah du coup j'ai décidé d'aller vers un artiste qu'on a déjà cité plusieurs fois, et dans cette draft et dans la précédente, cet homme qui est à la fois l'andouillette teutonique de la musique hollywoodienne, mais des fois la saucisse au couteau de la mélopée, c'est évidemment Hans Zimmer pour La Ligne Rouge. Parce que c'est très joli. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ryan ? C'est très drôle parce qu'en fait, c'était mon premier choix effectivement pour la BO. Et je dis toujours, en fait, Zimmer, il fait du pompier à un rythme industriel, mais bon, il est capable de composer des choses d'une beauté et d'une délicatesse rare. Et c'est vrai que La Ligne Rouge, ça fait partie de ses meilleurs BO. Mais du coup, en fait, je vais parler d'une BO qu'Alexandre a déjà évoquée. C'est Georges Delerue, 1992, Dien Bien Phu, le concerto de l'adieu. Et ce morceau est central dans le film, puisqu'en fait, c'est une métaphore. Le concerto lui-même est une métaphore de la situation. Bon, après, avec une lecture qui est celle de Schoendorfer, avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais cette mélodie, elle est belle. Elle est magnifique, ce concerto est superbe. Et, il est très très bien mis. Alors, il est très bien mis en scène. Encore une fois, s'il y avait eu un mixeur pour ce film, ça aurait été encore mieux, mais dans la construction du film, il est parfait. Voilà, il a un moment charnière. Ce film, il a une construction assez étrange, c'est-à-dire qu'en fait, il s'ouvre sur des scènes à Saigon qui sont de moins en moins longues et qui sont intercalées avec des scènes à Dien Bien Phu. Et au départ, les scènes à Saigon sont plus longues et ce rapport s'inverse. Et il s'inverse à un moment charnière, et ce moment charnière, c'est ce fameux concert qui est donné par Béatrice Verne, qui est jouée par comment elle s'appelle, c'est Ludmilla Michael, hein, je crois. Ouais. Je crois que c'était Ludmilla Michael qui joue la violoniste française face à un orchestre qui lui est vietnamien, et donc la soliste au violon représente la France, tandis que l'orchestre et les thèmes, le thème joué par l'orchestre représente lui la résistance vietnamienne. Mais ce morceau est superbe. Ce morceau est d'une beauté, d'une tristesse, d'une ampleur. Très très beau morceau. André. On va changer un peu de registre parce que moi j'ai une draft un peu sage, un peu cinéphile, Truffaut, Kubrick, etc. Là vous bouclez. Pour la mission spéciale, non pas tout à fait parce qu'il me reste l'après-guerre. Ah oui, mais pour le tour d'après. Alors pour la mission spéciale, je vais choisir ce qui est le paroxysme ultra violent d'une mission spéciale la plus compliquée qui soit, c'est-à-dire aller capturer un chef de la mafia indonésienne en haut de sa tour où il s'est réfugié. The Raid. De Gareth Evans.
Je crois que c'est 2010, un truc comme ça, avec Iko Uwais, qui fait partie donc, des forces spéciales indonésiennes. On tire un peu la guerre, mais... C'est une unité militaire, avec un équipement militaire qui c'est fait une GIGN, opération de guerre. GIGN, c'est des gendarmes, et les gendarmes sont des militaires. C'est le RAID. C'est le RAID. Alors, oui, bien joué. Le RAID, c'est la police nationale, monsieur. Très bien. Je garde le film. Bon, et alors, c'est un sommet... je veux dire, c'est pas la guerre, c'est un quotidien, c'est le quotidien, quoi. Non, mais d'accord, ok. C'est un sommet de cascade, c'est un sommet d'ultra-violence, improbable, de maîtrise de l'espace. Il y a un côté piège de cristal dans la façon dont on joue avec l'escalier en spirale, les étages, les incertitudes, les trahisons. On passe d'un étage à l'autre, on fait des trous dans le sol. Enfin bon, c'est invraisemblable. Si vous n'avez jamais vu ce film, allez regarder un clip YouTube, vous en sortirez sous le choc de ce que peut donner un film de combat, d'arts martiaux, de guerre urbaine, invraisemblable en tant que pur divertissement, popcorn. Voilà, on n'est pas dans une grande réflexion métaphysique sur la violence, le crime en Indonésie, ni sociologique, mais ça vaut le coup pour l'adrénaline. Il n'y aurait pas John Wick ni Extraction sans le raid de Evans. C'est un film, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit... C'est quoi, c'est Taken C'est quoi Extraction? Extraction, c'est celui avec Taylor Eck, avec Chris Hemsworth. Oui, c'est le titre en... Ouais, c'est sale, ça. Ouais, ok, pardon. Et donc... mais pour moi, quand je l'ai vu, ce film, il m'a baffé. Je me suis dit, c'est le meilleur film d'action que j'ai vu depuis... Ong Bak. Au moins Ong Bak, effectivement. Non, mais Ong Bak, c'était vachement bien. Mais oui. Bon, je suis content d'être soutenu dans ce choix malgré la mauvaise foi d'Alexandre. Alors du coup, je vais terminer, sauf si on fait une wildcard, je vais terminer avec un film d'après-guerre. Alors la vie rien d'autre a été pris, Né un 4 juillet a été cité. Je vais choisir un film... Vous avez eu un personnage là Ouais, Iceman, bien sûr. Ah oui, Iceman, pardon. Alors du coup, sur l'après-guerre, je choisis un film d'un long après-guerre, qui est un film de 1948 de Carol Reed, Le Troisième Homme. Le Troisième Homme qui raconte Vienne après la Deuxième Guerre mondiale et les trafics louches, les trafics de pénicilline frelatée commis par le personnage d'Orson Welles et le malaise de cette après-guerre où la guerre est encore présente en filigrane, on est encore un peu dans les ruines, on est dans quelque chose de très trouble. Voilà, c'est un immense film noir et voilà, c'est un choix avec cette mandoline un peu obsédante qui rythme le film. Voilà, un film qu'il faut voir. Ryan. Je crois que c'est mon dernier, c'est Conflit fictif. Tout à fait. Voilà. Conflit fictif. Je vais retourner à l'animation japonaise, dont je suis un grand fan, pour parler d'un film de 1999 qui s'appelle Jinro, animé par Hiroyuki Okiura, qui était le character designer de Mamoru Oshii sur Ghost in the Shell de 95. C'est un dessin animé absolument incroyable en termes de qualité. La qualité de l'animation est phénoménale. Et c'est un film fait à l'ancienne, c'est-à-dire encore à la gouache. Et c'est une uchronie. C'est une uchronie qui se passe dans un Japon qui aurait été occupé par les nazis. Mais tout ce qui se passe après cette occupation est exactement la même chose, le même contexte géopolitique que la reconstruction du Japon d'après-guerre, sous occupation puis tutelle américaine. Et donc, on parle des révolutions d'étudiants, etc., des années 60, fin des années 60, qui débouchent ensuite, début des années 70, vers une radicalisation de l'extrême gauche, et donc avec une représentation de l'armée rouge japonaise qui, dans cet univers, est appelée la secte. Et je vais pas spoiler parce que c'est vraiment un film à intrigue. C'est extraordinairement beau, bien fait, hyper violent, la musique est superbe, mais c'est une pépite où vraiment John le Carré rencontre Michael Mann et le tout façon film de nouvelle vague par Godard. Il y a du à bout de souffle dedans, c'est à voir, absolument, je le recommande chaudement. Ce dessin animé est criminellement méconnu. Simon, puis Alexandre, il vous reste un personnage à choisir. Oui, alors moi j'étais face à, non pas un dilemme, mais un vrai problème pour le personnage de film, parce que, soyons un petit peu honnêtes, je suis profondément incompétent pour déterminer si tel personnage d'officier, de sous-officier ou d'homme du rang est efficient, ou traité de manière réaliste. Donc ça, je suis un peu embêté, j'ai peur de dire des conneries. Ensuite, comme cinéphile et comme critique ciné, il y a les personnages qui ont tendance à me marquer et à m'intéresser, ne sont pas forcément des gens avec lesquels je partirai au front. Je vous dirais par exemple que dans Hamburger Hill de Brian De Palma, il y a beaucoup de personnages qui me marquent, c'est pas avec cela qu'il faut faire la guerre. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux moi me recommander à moi-même ? C'est me trouver un chat noir, parce que soyons honnêtes, les gens qui nous écoutent ne le voient pas forcément, je suis un gros myope avec
plus ou moins les capacités physiques d'une crevette pré-cuisson. Donc l'idéal, c'est que je trouve quelqu'un qui aura plus la poisse que moi et qui va tout prendre dans la tronche. Pour ça, il y a un personnage idéal, c'est Floria dans Requiem pour un massacre de L.M. Klimov, qui est l'histoire d'un jeune homme russe, non peut-être pas polonais, biélorusse, qui alors que la résistance commence à s'organiser avant d'être massacrée contre les Allemands, qui est un enfant, qui est un préadolescent, s'empare un matin d'un fusil pour aider la résistance. Ça va pas être une belle histoire héroïque qui va passer en quelques heures par toutes les horreurs et les abominations que peut engendrer la guerre. C'est un film magnifique, terrifiant, extrêmement puissant. Et voilà, et si comme moi vous n'êtes pas fait pour la guerre, faites-la à côté de Floria, il prendra tout pour vous. Je signale que le film est visible en intégralité sous-titré sur YouTube, donc n'hésitez pas. Un film extraordinairement marquant. Et il faut donc conclure. Donc moi je vais faire quelque chose de beaucoup plus classique. Donc moi j'ai vraiment pensé comme avec qui est-ce que j'ai envie de partir. Alors en vérité le personnage évident, mais on peut pas parce que c'est le lieutenant Winters de Band of Brothers. Mais évidemment on peut pas parce que c'est un personnage de série. Donc j'ai songé à prendre son décalque exact dans Le Soldat Ryan, qui est donc le personnage joué par Tom Hanks. En plus, ça aurait un peu énervé. Ça aurait un peu donc le capitaine Miller, mais en plus il est prof, c'est sympa. Enfin, mais ça aurait un peu énervé André, ça aurait été chouette. Mais non, finalement, je vais reprendre quand même mon film de cœur, qui est qui était d'ailleurs mon premier choix pour la première émission. C'est donc Fury, avec le personnage de Brad Pitt comme chef de char. En plus, avec ce surnom, donc comment dire, son vrai nom, c'est Staff Sergeant Don Collier, mais son surnom, c'est War Daddy. Quitte à partir avec quelqu'un, autant partir avec War Daddy. Non, mais qui est par ailleurs un personnage parfait, parce qu'il n'est pas parfait. C'est un petit peu un salopard, mais c'est un salopard qui est là pour son équipage, qui est inclusif et qui réussit à faire fonctionner des gros connards qui réussit aussi à ce que de gros connards fonctionnent avec des gens qui le sont un peu moins, notamment le personnage de John Bernthal. Voilà, et c'est un chef, c'est quelqu'un qui est à la fois dur mais aussi paternel. Et voilà, moi je trouve que c'est un personnage. Si je me retrouvais à la guerre, dont j'ai vraiment pas envie, tant qu'à faire, autant qu'il y ait quelqu'un comme lui pour me montrer à peu près où se trouvent les choses et quoi faire dans telle ou telle situation. Est-ce qu'on se fait pas un petit tour de wildcard pour sauver un film auquel on serait attaché ? Qu'on n'aurait pas mentionné. Est-ce que tout le monde a un truc dans la manche ? Ouais. J'ai un petit truc dans la manche. Allez-y André, je vous le laisse. Je commence. J'hésite un peu, mais je pense que en mission spéciale, là aussi c'est à la limite du militaire, mais c'est un film que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il y a une dernière scène vraiment militaire de combat, c'est Proof of Life, le film de Taylor Hackford de 2000, où on voit Russell Crowe qui joue un personnage chargé de résoudre un kidnapping en Amérique centrale. Voilà, son épouse... quelqu'un s'est fait kidnapper, il est recruté par l'épouse et par la compagnie d'assurance pour le récupérer, et ils essaient de négocier une rançon, mais finalement, il faut y aller, quoi. Il faut y aller avec des mercenaires et des armes, et la scène où ils prennent le camp, où ils tentent en tout cas de prendre le camp, est absolument incroyablement mise en scène, et c'est un grand rôle pour Russell Crowe, et c'est un film très très divertissant. Donc voilà, le Proof of Life de Taylor Hackford. Ryan. Alors c'est un film que j'avais mis dans Milice en guerre, mais j'aurais pu le mettre dans Prisonnier et évadé. Et c'est un film de 1965 de Sidney Lumet qui s'appelle La colline des hommes perdus. Voilà, peut-être, potentiellement, le meilleur rôle de toute la carrière de Sean Connery. C'est une bande de soldats britanniques qui sont envoyés dans un camp de prisonniers britanniques. Donc en fait, ils sont envoyés là-bas en Libye, pendant la guerre du désert. Un film en noir et blanc. Et ils vont y subir en fait non pas des outrages, mais un excès de discipline ou des abus de pouvoir de la part du personnel sur place, de la police militaire. Moi qui suis ancien soldat britannique, je partage cette détestation effectivement pour la Royal Military Police. Mais c'est un très beau film sur l'absurde et sur la dignité humaine. Et cette fameuse colline des hommes perdus, c'est un monticule, donc c'est une punition que l'on fait aux récalcitrants. On les oblige à gravir une colline, dans une punition qui est sisyphienne d'ailleurs, qui est tragique, antique, mythologique même, et à la monter, à la redescendre, et jusqu'au drame. Voilà. Simon.
Bah, moi, ma wildcard, je suis très content qu'il y en ait une parce que ça me permet de ressortir, j'ai presque envie de dire, c'est comme ça que je vais l'employer, hein, la section un peu nanar ou alors c'est pas un nanar, mais un film que je regarde en tout cas moi un petit peu avec cette énergie-là, qui est un film qui est plutôt apprécié en général, qui est pas très vieux, qui doit avoir un peu moins d'une dizaine d'années, qui est 13 Hours de Michael Bay. Et Michael Bay revient donc sur un célèbre drame, si j'ose dire, lorsqu'une ambassade ou un consulat, j'ai un doute, américain a été attaqué et a vu, bah oui, non, c'est l'ambassade. Benghazi, c'est ça? Oui, absolument, à Benghazi, et donc il suit non pas les soldats qui n'ont pas pu intervenir justement initialement, il suit en fait des mercenaires américains qui travaillent pour une société militaire privée, une SMP, et qui sont envoyés en renfort pour essayer de sauver la situation. Et ce qui est génial, c'est que ils ne sauveront rien parce qu'ils n'arriveront pas à sauver le consul, ils arrivent à sauver personne, ils tuent des Arabes. C'est grosso modo, c'est ça, pendant 13 heures, avec Michael Bay qui dit vous avez vu, c'est pas facile, hein. Mais ils visent vachement bien les mecs, attention. Et le film est à la fois techniquement brillantissime, parce que vraiment techniquement le film est une démonstration de force, c'est d'une connerie prophylactique. Il est très très douteux. C'est vraiment très douteux. C'est vraiment très qui nous surprend de la part de Michael Bay, ce grand le penseur. message Oui, est ce grand tragique. penseur du cinéma. Mais ce qui est génial, c'est que tu sens qu'il a l'impression de se Attendez tenir, voir. et qu'il a l'impression, tu sens Bay derrière qui fait genre, là c'est fin, et tu fais genre, non Michel, arrête. Il y a un type à un moment qui reçoit un obus d'artillerie, si ma mémoire est bonne, c'est un obus d'artillerie sur le bras, et qui se retrouve donc avec le bras presque sectionné, mais c'est un soldat américain, il contracte, tu vois, il n'est pas sectionné, et qui arrive à l'infirmerie genre j'ai très mal. Les infirmières sont sur le point de s'évanouir parce qu'effectivement t'es infirmière à Benghazi, t'as jamais vu un type. Bref, tout est incroyable, et je retiendrai juste une réplique que je peux pas dire mot à mot, je voudrais pas la déformer, mais je vous le promets, à la fin quand finalement ils évacuent et donc ils vont quitter Benghazi et les soldats sont comme ça sur le point d'être embarqués par l'armée américaine qui fait putain vous êtes peut-être des mercenaires mais vous êtes vraiment bien vous, hein. Et ils regardent comme ça sur le tarmac cette ville à l'aube ravagée. Et ils sortent à leur interprète qui laisse derrière eux donc une phrase qui est vraiment une phrase à la OSS 117 mais premier degré, genre va falloir reprendre ce pays en main mon vieux. Allez, salut. Et le film est incroyable. Vraiment, je veux dire voilà, que vous vouliez regarder un nanar, que vous vouliez vous représenter ce que c'est que l'héroïsme dans la tête d'un républicain fini à la Bud, toutes les raisons sont bonnes pour vivre 13 Hours avec Michael Bay. Avec une date de sortie problématique par rapport aux élections américaines. C'est un film qui a causé énormément de tort à Hillary Clinton. Bah oui, je ne m'en souvenais pas, tu vois. Benghazi, c'est pour ça, c'est compliqué. Bien sûr. Et moi, donc, c'est moi qui pour conclure pour la wildcard. Alors là, la wildcard, est-ce que je vais casser l'image que André a essayé de me faire? Est-ce que je vais chercher un peu une petite vous pépite, êtes fait tout seul comme un truc un peu intellectuel que personne n'a mentionné, par exemple un film de captivité que serait Furio, Merry Christmas Mr. Lawrence, un truc un peu fin, un peu subtil, un peu psychologisant. Est-ce que je vais chercher au contraire quelque chose d'un peu nostalgique qui partira à Toulon mais en même temps qui était visionnaire mais compliqué comme War Games de 1983 sur la guerre informatique, la fiction, la virtualité, qu'est-ce que c'est qu'une vraie... Enfin bon, Alexandre, cut the bullshit. Eh ben non. Et je vais rejoindre mon copain Simon du côté de Michael Bay avec The Rock. Oh merci. Film d'évasion de 1996, Le Rocher au Québec. Un Michael Bay produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer avec Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, etc. Un film merveilleux, subtil, fin, qui est un contre-film d'évasion, parce que quel est le pitch? C'est Ed Harris qui arrive avec des ogives nucléaires sur le rocher d'Alcatraz, parce qu'il sait qu'il c'est du gaz VX. Ah pardon, c'est du gaz. Oui. Qui fait des effets d'ailleurs terribles à l'écran. Oui, tout à fait. Et qui menace le président des États-Unis si il lui donne pas de l'argent, mais il est gentil parce que c'est un personnage torturé, c'est pour reverser des pensions aux familles qui ont été injustement oubliées par le pouvoir politique américain. Mais sauf que il faut trouver quelqu'un, pas pour sortir d'Alcatraz, mais pour rentrer à Alcatraz. Et donc il peut le faire. La seule personne qui est sortie d'Alcatraz, évidemment Sean Connery, qui est un peu un vieux salopard, mais qui est en même temps si séduisant, si nostalgique, avec ce personnage merveilleux de biologiste de Nicolas Cage, si subtilement peint. Enfin, c'est vraiment un rôle écrit pour Nicolas Cage. Est fait pour la subtilité. Nicolas Cage est fait pour ce rôle. Il est la subtilité. Voilà, Mais avec un scénario qui malgré tout pose un petit problème, parce que à aucun moment ils se disent un petit problème avec The Rock. Je crois pas. Hein. À aucun moment ils se disent on va payer les 10 millions de dollars pour ne pas détruire San Francisco, parce que c'était peut-être une option sur la table finalement. Mais c'est vraiment incroyable. Il demande une rançon extrêmement modique et le président des États-Unis dit on paye pas.
on va reprendre et tant pis si San Francisco est détruite. Ok. Tu sais que c'est un républicain, il fait ouais, je prends mon risque. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Hans Zimmer faisait beaucoup de pompiers? Alors la BO de The Rock, on est en plein dedans. Hein, c'est... Et alors, Voilà, et alors qui vient de me chercher, voilà, je Alors- reste avec mon The Rock. Et juste une petite grille de lecture super intéressante. Attention, c'est pas un truc que Michael Bay a déclaré, mais on peut voir le film comme ça. Il faut savoir que Michael Bay a toujours rêvé de faire un James Bond. Et que les ayants droit de James Bond ont fait haha, même pas en rêve, touche-toi mec, touche de l'herbe. Et donc résultat, il a fait un film dans lequel un vieil agent britannique qui est enfermé qui a disparu depuis les années 60, reprend du service pour en remontrer à tout le monde et aux Américains. Donc à bien des égards, on peut se dire que c'est son James Bond rêvé. Et donc pour une fois, on peut dire du bien des ayants droit de James Bond Et de Michael Bay, c'est et une première. qui ont eu bon goût pour une fois. Bravo à tous, on est arrivé au bout de cette deuxième émission, donc on peut vous rappeler qu'il s'agira de voter quand cet épisode sera diffusé, donc on mettra en ligne le vote est essentiellement sur Twitter. Voilà. Il n'y en aura pas de troisième, sauf si on décide un jour de faire les séries télé. On en Ou si on parlera décide de faire autre chose. Enfin, avec nos- faut jamais dire jamais. notre fidèle public. Nouvelle référence à James Bond. Exactement. Merci beaucoup à tous, merci Simon, Merci beaucoup. merci Ariane, Merci. merci André. Merci Alexandre. Et voilà, on peut vous rappeler que, comme pour le premier, n'hésitez pas à commenter, dire du mal, louer au contraire certaines pépites. Et nous suggérer tous les films qu'on n'a pas vus, parce qu'il y en a plein à la première Ouais, non, en vrai, émission c'était qui bien. nous ont donné des conseils hyper intéressants. Ouais. Même si on n'a pas pu encore tout voir. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas eu tant que ça et qu'on est un peu occupé, mais enfin, en vrai, c'est aussi ça qui est bien. Mais on l'a fait pour ça aussi, et c'est pour ça aussi qu'on mettra le visuel. C'est aussi un truc pour les longues soirées d'hiver. Voilà, si vous avez envie de voir des films de guerre, là, on vous en a cité, quoi. Donc, 40, 44 x 2. On n'est pas, voilà, on n'est pas loin de la centaine de films entre ceux qui ont été choisis et ceux qui ont été mentionnés. Voilà, qui culmine évidemment avec ce The Rock de Michael Bay, parce que voilà, comment mieux terminer cette voyage en cinéphilie. Revisionnage. Voilà, il est sur Disney+, en plus. Merci beaucoup à toutes et tous, et à la prochaine fois.